c'est Salomé de l'Alouette qui tricote. Ça fait un moment, je pensais revenir plus tôt, mais pour être très honnête avec vous, j'ai été un petit peu fatiguée ces derniers temps. Mais me revoilà et j'ai pas mal de choses à vous montrer, quelques craquages parce que la thérapie shopping ça fait toujours du bien et puis j'ai hâte de tricoter encore et de vous montrer plein de nouveaux projets. J'ai plein de trucs que j'ai envie de faire et je tricote aussi vite que je peux parce que vraiment j'ai trop hâte, j'ai trop d'idées. Et je suis contente aussi de revenir enfin vous les montrer. Donc je commence tout de suite avec ce que je porte qui est aussi mon premier projet terminé. C'est, je pense que je vous l'avais montré juste quand je venais de finir de le monter à l'épisode précédent. Et le voilà, fini. Donc il est très court, je le voulais pour porter avec des jupes comme aujourd'hui. Je me tourne pour que vous voyez bien. Donc il y a là une couture d'épaule, enfin c'est pas une couture, c'est des mailles qui sont relevées. C'est tout en dentelle. Et le petit col. Donc ce modèle, c'est le patron Hazel de Irene Lin qui normalement est fait pour un pull beaucoup plus chaud, beaucoup plus épais et beaucoup plus grand. Sur son patron, Irene Lin, elle recommande 30 cm d'aisance minimum. Et bon bah là j'ai peut-être 30 cm. Mais en plus je tricote avec des aiguilles plus serrées. J'ai fait une des plus petites tailles, je pense que j'ai fait la taille 2. Alors que je fais quand même plus de... Non pas plus, je fais autour de 100 du buste. Et ça rend super bien. Je vous le montre parce que je l'ai fait dans la bonne épaisseur. Je pense que c'est dans mes premiers épisodes du podcast que j'avais fini mon premier Hazel. C'est la taille 1 avec les aiguilles recommandées, je crois que c'est du 6. Il remplit tout l'écran juste avec son corps. Enfin, je sais pas, je vous le dis, mais moi je ne vois pas. Il remplit tout l'écran juste avec le corps. Il est gigantesque et en plus, comme il est assez lourd, il se détend. La laine qui est recommandée sur le patron, c'est une laine soufflée de guépard. Je pense que c'est la Puno. Moi j'avais utilisé la Diablo ou Divina, je sais plus, de Hobby. C'est une laine qui brille un petit peu, mais qui est du coup beaucoup plus lourde que ce qui était préconisé. Et je pense que ça contribue au fait qu'il soit si grand, si envahissant, si lourd. Je l'aime quand même beaucoup. Mais je m'étais dit que ce patron, hop là, se prêterait très probablement à un fil d'été et dans un esprit d'été un petit peu comme un autre patron d'Irene Lin justement, le Kylie qui est sorti l'année dernière et qui a pas mal été tricoté notamment par Woolenson. Je sais qu'elle a une version qu'elle vous a montrée dans ses vidéos sur YouTube. Et voilà donc mon Hazel d'été. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4 et du coton de Saustraine Graine. J'avais 6 pelotes à ma disposition, je crois qu'il m'en reste encore un petit peu. Moins d'une pelote à mon avis, ou peut-être une pelote et quelques. Je sais pas parce que j'ai pris une pelote entière pour commencer chaque manche et il me fallait moins d'une pelote, mais enfin bon bref. J'ai pas pesé, peut-être qu'un jour ce sera sur ma page Ravelry, mais je ne vous garantis rien. J'ai l'impression d'être totalement décousue aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Mais voilà, je suis super fière de mon petit Hazel. En termes de construction, on commence par monter les mailles du haut du dos. On tricote à plat en augmentant pour faire la pente des épaules. Ensuite, on relève au niveau des épaules pour faire les demi devant. Et après, donc il y a des... On continue comme ça pendant assez longtemps, hein, presque la moitié du corps. Et ensuite, on rejoint en rond. Et après, on relève pour faire les manches et le petit col. Le col, moi j'aime beaucoup sa forme, c'est un col bateau. Je trouve aussi que les épaules sont très bien construites et en plus, je pense que je l'ai déjà dit, mais les patrons d'Irene Lin sont très agréables à suivre et super faciles à comprendre très honnêtement. Il y a des instructions écrites, mais comme je m'en sers pas, je suis pas très sûre de leur clarté on va dire. Mais surtout il y a des diagrammes et en plus ils sont différents par taille, enfin c'est assez bien fait.
Après, le seul inconvénient, c'est qu'il faut circuler de la page d'inscription à la page qui correspond au diagramme, etc. etc. En tout cas, sur Knit Companion, c'était pas le truc le plus pratique à faire, mais comme on retient finalement la dentelle assez rapidement, ça va, on n'a pas trop besoin d'être le nez collé sur le patron tout le temps, tout le temps. La dentelle, je sais pas, si plus près vous voyez mieux. Ouais. Donc c'est toujours ce petit motif, on dirait un peu une méduse avec son chapeau là et puis ses petites tentacules. Donc le chapeau c'est des jetés, des diminutions et les petits tentacules on va dire c'est des mailles, des côtes semi-torse. Moi j'ai aucun problème avec la côte semi-torse, ça me prend pas plus de temps que les côtes toutes simples et j'aime beaucoup leur rendu, donc j'ai fait des semi-torses partout après, toutes les finitions. Le col, les manches et le bas. Donc voilà, mon projet terminé de cette fois-ci. Un autre projet qu'il fallait que je vous montre, que j'ai bien avancé, c'est mon lorette de Nadia Crétin-Lechen. Je sais pas où je vous l'avais montré la dernière fois, je pense que j'avais fini la dentelle et bien j'ai désormais fini le corps. Ce que j'ai fait à la fin du corps, c'est que j'ai fait une petite fente. Alors c'est pas bloqué donc ça rebique de tous les côtés. J'ai fait une petite fente. Le début de la fente, il y a déjà, je vais essayer de vous montrer, une alternance là sur le bord de maille endroit, maille envers. Je fais toujours des côtes semi-torse, j'avais commencé avec des côtes semi-torse et puis bon, ouais, du coup j'ai fait que ça. Là, pour que ce soit propre au niveau de la petite fente. Et il y a quelque chose comme 6 ou 8 rangs de différence entre le devant et le derrière avant le bord côte. Donc sur moi, il sera un petit peu court comme d'habitude. Et pour être très honnête, là il est en pause parce que j'hésite à lui faire des manches. Je sais pas si je veux qu'il ait des manches longues, si je veux qu'il ait des manches très courtes, genre je reprends juste tout de suite et puis après je fais un petit bord côte. Ou est-ce que je fais un entre-deux? J'avoue que je sais pas. J'hésite. En plus, ces couleurs claires, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un peu des couleurs inhabituelles pour moi. À la fois j'ai hâte et en même temps j'appréhende un petit peu de ne pas savoir le porter autant que ce que je voudrais. Voilà, j'en suis là. Je suis ultra contente de mon choix de couleur. Cette couleur que la vendeuse n'approuvait pas trop comme contrastant rayure. Moi je trouve ça top. On dirait un peu... on dirait plein de choses. On dirait la mer, on dirait le ciel le matin, on dirait de l'aquarelle. Je suis trop fan, je vous laisse admirer. La laine blanche, c'est la Flora de Drops et la laine contrastante, c'est la Cashmerino de la bien-aimée Color Azulito. Patron super facile à faire. Pour les tailles d'aiguilles, je vous l'ai probablement dit la dernière fois, mais j'utilise les 3 mm. Elles allaient bien avec, en plus elles sont bleues. Les 3 mm comme ça en bois. Celles-là elles viennent de Knit Pro. Et pour le corps, c'était 3,75. J'espère que c'est les vraiment bonnes aiguilles qui sont sur ma pelote là-bas. Comme il est en pause, j'ai gardé les aiguilles piquées sur ma pelote dans le bol à laine. Et il faudrait que je me décide bientôt. En plus, ça ira probablement bien avec tous les trucs blancs que j'ai envie de porter en ce moment. Et en parlant de trucs blancs, j'ai décidé sur un coup de tête qu'il me fallait un gilet blanc. Et j'avais ce combo dans mon stash. Ça c'est de la... vous êtes à l'envers, hop. Ça c'est de la Soft Tweed de Drops, couleur numéro 1 je pense, c'est le naturel. Et ça c'est la Kid Silk de Drops aussi, couleur naturelle, ça je suis sûre, numéro à mon avis 1 aussi. Ouais c'est ça, 01. Et les deux ensemble, je les avais prévus à la base pour tricoter le Smila de Anne Wenzel dont j'ai le patron. Mais c'est un pull énorme et clairement c'était pas la saison. Et puis j'étais plus très sûre de le vouloir ce pull.
Alors j'adore toujours le patron, je le tricoterai certainement un jour, mais je sais pas si je le veux là maintenant tout de suite et je sais pas si je le veux toujours en blanc. Et donc, puisqu'il me fallait de toute urgence, bien sûr, un gilet blanc, hop, j'ai commencé ceci. Alors vous allez me dire, au final ça ressemble pas mal au Smila. C'est le même genre de motif de nid d'abeille qu'il y a sur le Smila. Mais il s'agit ici d'un patron de drops qui s'appelle Northern Mermaid. Et que je tricote sans avoir fait d'échantillon. Donc j'ai bidouillé sur la taille, mais je pense que je suis arrivée sur les chiffres de la taille 1, plus ou moins. Donc j'ai commencé ça il y a quelques jours. Et j'ai bien avancé parce que j'ai décidé bien sûr que l'urgence c'était l'urgence. En revanche, c'est quand même un combo de laine qui est assez épais, assez chaud. Donc je suis frileuse, mais je sais pas si c'est vraiment le but du cardi que je pensais. Enfin bref, j'ai hâte de l'avoir et je suis sûre que je le mettrai beaucoup parce que on a toujours besoin d'un cardigan et le blanc ça va avec tout. Mais il est quand même bien épais. Donc je le tricote avec des aiguilles numéro 4 et donc le fil tenu en double. Normalement, on commence ce patron avec une bande de point mousse qui sert d'encolure et ensuite on rattache le dos et on commence les augmentations des raglans. Ce que j'ai fait, et j'ai vu que plusieurs personnes l'avaient fait sur leur page Ravelry, c'est que je me suis dit cette bande en point mousse c'est pas très chic, on va plutôt faire une finition en tricot double. Et donc j'ai posé 2-3 questions sur Ravelry et j'ai commencé par monter les mailles une fois, avec le nombre de mailles indiqué, une fois la bande d'encolure commencée. Donc au lieu de relever des mailles dessus, j'ai monté le nombre de mailles qu'il fallait relever. Je sais pas si c'est très clair. Dans tous les cas, c'était pas une modification difficile à faire et il y a des coups de main sur Ravelry et moi j'essaierai de noter du mieux que je peux ce que j'ai fait. Et ensuite on commence tout de suite les augmentations avec un raglan tout simple et le motif qui n'est pas très compliqué contrairement à ce qu'il a l'air. Donc le raglan, il y a bien 2 rythmes d'augmentation pour que ce soit un petit peu mieux dessiné et un petit peu mieux coupé. Et le motif, alors pour ceux qui ont déjà fait du nid d'abeille, en fait c'est une technique de torsade qui vont dans un sens puis dans l'autre et en fait on tricote, je crois que là c'est 6 rangs de jersey normal et puis après on fait des torsades en inversant le sens à chaque fois. Donc là je vais hop comme ça, ensuite je vais hop dans l'autre sens et puis on fait comme des zigzags et c'est cette alternance qui fait les petits creux, les petits nids. Ça fait un truc qui a pas mal de structure, qui est plutôt pelucheux et je prends pas mal de plaisir à tricoter là-dessus, même si la soft tweed elle est un petit peu fastidieuse à travailler. Je vais vous dire ce qu'il y a dans la compo. Donc le silk mohair, je pense que vous le connaissez. C'est très exactement 75% de mohair et 25% de soie. Et la soft tweed, elle contient 50% de laine, 25% d'alpaca et 25% de viscose. Et c'est ce 25% de viscose, je pense, qui fait qu'il n'y a strictement aucune élasticité à ce fil. Pour faire des torsades, c'était peut-être pas plus judicieux. Mais moi je trouve que le rendu en vaut très clairement la chandelle. Et ça devrait faire quelque chose d'assez structuré. Et le moelleux du coup c'est vraiment vendu que par le point. Donc voilà, je vais essayer de tricoter ça intensément avant qu'il ne fasse trop chaud. Parce que là on est sur le week-end du 1er mai. Et sur le week-end du 1er mai. J'ai le grand week-end du 1er mai dont je profite. Il fait déjà 25-26 degrés à Paris. Moi je suis enchantée, hein, mais mon histoire de tricot avec une décale plus du mohair, je le veux de toute urgence, mais je sais pas si je le mettrai si vite que ce que je crois. Enfin, on sait jamais, la météo peut être farceuse. Bref, qu'est-ce qui vient après?
En termes de projets à venir, je vous ai déjà montré plusieurs fois mes pelotes. Donc je les ai mis en pelote à la main. Est-ce que vous pouvez voir bien la couleur? Oui. C'est la Malabrigo Sock Under the Sea, donc c'est de la fingering. Et ça y est, je suis décidée, je sais quel patron je vais faire avec. J'ai hâte de le monter, mais je pense que je vais finir au moins un de mes deux pulls avant de le monter quand même, histoire d'être raisonnable. Je vais faire un cache-cœur en suivant le patron du Mary Cardigan, qui est un patron gratuit sur Ravelry et que j'ai déjà fait en verre mousse. Pareil, vous l'avez vu dans un de mes premiers épisodes du podcast Tricot. Je voudrais le faire, donc normalement il est en point de riz. Je voudrais le faire en jersey avec une grande bande de côte sur le bas du corps. J'aurais pu acheter un autre patron qui ressemble plus à ce que j'ai envie de faire, mais je sais que celui-là, le Mary, il me va très bien. Je connais ma taille et il est dans le bon échantillon. Alors que l'autre patron qui me plaisait, c'est un patron de Florence. Je sais plus comment s'appelle sa chaîne YouTube, mais c'est une youtubeuse anglo-saxonne qui a quelques patrons qu'elle a fait, et notamment le Mayball Wrap, que j'aime beaucoup. J'aime bien son esprit, mais c'est un échantillon DK et j'avais pas envie de racheter là maintenant tout de suite que j'ai beaucoup craqué son patron pour en plus avoir à le modifier. Autant partir sur une valeur sûre et juste changer le point. Donc voilà ce que je vais faire avec cette magnifique laine que j'ai eue pour mon anniversaire. C'est vraiment trop beau et j'aime beaucoup le nom de la couleur. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il faudrait probablement que j'alterne les écheveaux, mais je sais pas comment. Enfin, je sais pas exactement comment m'y prendre pour que ce soit agréable, et en même temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire alors que le nombre de mailles change à chaque fois puisque c'est un cache-cœur, donc ça augmente beaucoup, ça augmente très vite, pour avoir vraiment l'augmentation comme ça qui se croise. Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut vraiment que j'alterne mes écheveaux dans ce cas-là? J'essaye de poser mon sac, voilà. Je mets tout mon bazar tout autour de moi et par terre. Je sais pas comment m'y prendre donc avec cette histoire d'alterner les écheveaux. Et si c'est vraiment nécessaire que je le fasse, je veux bien votre avis dans les commentaires si vous avez déjà utilisé la Malabrigo, si vous pensez que un cache-cœur ça suffit à éviter le pooling dans sa forme, ou si vraiment je devrais prendre toutes les précautions et alterner. Peut-être qu'au final ça dépendra de mon humeur. Un autre truc que j'ai envie de reprendre, qui en fait sont les aiguilles depuis longtemps mais que je sais pas si je vous ai montré, ce sont des chaussettes que j'ai promis à ma belle-mère pour... donc je lui ai offert une carte avec une promesse de chaussettes pour son Noël. Et bah, je les ai commencées, mais il faudrait que je les termine. Hop, je les ai dans une petite pochette où j'ai mis exprès mes doubles pointes parce que je crois que j'en suis à la pointe. Et hop. Et voilà. Ça c'est la première. C'est une chaussette toute simple, du seul patron de chaussettes que j'aime bien. C'est le patron Slow Burning DK de Woolenson, toujours. Et que je tricote en Fiesta. Personne n'est étonné, c'est la laine de l'année. Le coloris c'était Lumière d'effet. Je trouve que c'est super trop chou comme nom. Et c'est vraiment une couleur qui devrait plaire à ma belle maman. Il faut juste que je me décide à faire cette pointe. En plus elle a des tout petits pieds, donc très honnêtement ça va super vite de tricoter ça. Mais il faut que je me décide à la finir et à faire la deuxième. Je range tout ça bien. Et je mets dans mon petit pochon. Mon petit pochon, si vous reconnaissez ce motif, vous savez ce que ça signifie. C'est que je me suis acheté des nouvelles aiguilles. J'hésitais à prendre un kit de nouvelles aiguilles à nouveau en bois, parce que moi pour l'instant je tricotais surtout avec des aiguilles en bois. Et je me suis dit ce serait peut-être pas mal d'essayer les aiguilles en métal et d'avoir le choix, d'avoir cette versatilité. Et donc j'ai choisi un kit de Knit Pro. C'est les Grace dans la gamme Mindful. Je les ai choisis pour plusieurs raisons. Hop. Je ouvre le kit.
Donc là il n'y a pas tous les éléments, il y a juste les aiguilles et 2 des câbles qui étaient là. Ce qui m'intéressait c'était d'abord les câbles avec le swivel de ce côté là. Donc la partie en métal elle tourne autour du câble, ce qui fait que vous n'êtes jamais totalement mêlé avec vos aiguilles. Et je savais aussi que les câbles Nit Pro étaient déjà compatibles avec mes aiguilles en bois Leek que j'avais acheté. Les premiers sets d'aiguilles que j'ai acheté c'est des Leek. Donc je voulais ces câbles là. Et par ailleurs je voulais que ça commence absolument à 3 mm. Je voulais avoir des aiguilles à partir de 3 mm et pas forcément jusqu'à 12 ou 25 si vous voyez ce que je veux dire. Clairement les aiguilles au-dessus de 6 on s'en sert assez rarement. Et là ça s'arrête à 5. Donc c'est largement assez. Et enfin j'ai choisi la taille. C'est un peu une taille intermédiaire par rapport à ce que j'ai déjà. J'ai des mini de Nit Pro, le kit Ginger. Ça s'appelle vraiment Ginger? Je suis pas sûre. J'ai des interchangeables normales on va dire. Donc c'est les Leek les premières que j'ai achetées. Et maintenant j'ai les intermédiaires en métal. Ça me semblait assez complémentaire. Je suis assez contente d'avoir trouvé ça. C'est pas évident de trouver un site où le kit qu'on veut précisément est en stock. Et moi je les ai trouvés sur le site des ciseaux magiques. Évidemment à ce moment-là je ne m'étais pas contentée d'acheter des aiguilles. Je me suis aussi dit profitons-en, achetons du fil. Et je refais un petit plongeon sous la caméra et je vous montre ce que j'ai acheté avec. Dans une jolie boîte rigolote des ciseaux magiques, c'est écrit en espagnol, j'ai obtenu donc mon super kit d'aiguilles et une quantité astronomique de laine pour des projets d'été. La boîte vient de tomber. J'ai acheté de la baumulin, je pense qu'il faudrait dire, de Drops. Baumul ça doit être coton et lin c'est le lin. Est-ce que j'ai bon? Oui, 53% de coton et 47% de lin. J'ai quelques restes en allemand. J'ai fait allemand LV1 au collège. J'ai 4 pelotes de cette couleur là. C'est la couleur 11, je pense que c'est celle qui s'appelle sable. Et j'ai, il me semble, 10 pelotes de cette couleur là. C'est le bleu marine. Numéro 21. Au début de l'année, j'avais fait un Make 9 dans lequel je vous disais que je voudrais faire une robe cette année au tricot. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi 10 pelotes de baumule lin. Quand je les vois comme ça, j'ai un petit peu de peine à croire que je vais réussir à avoir une robe entière dans ce bleu. On verra. Mais après tout, le modèle que je voudrais utiliser, c'est le Tip Top Tank que j'ai déjà fait et le rallonger pour avoir une robe toute simple avec une coupe un petit peu en A. Donc je vous montre celui que j'ai fait l'année dernière. Donc ça c'est mon Tip Top Tank de l'an dernier. Ça se tricote du bas vers le haut. Et ensuite on fait les 4 triangles, je crois qu'ils sont identiques pour les demi-devants à l'endroit et enfin oui les demi-devants à droite et gauche. Enfin, il me semble qu'ils sont tous identiques et sur le bord il y a un espèce de petit détail avec comme une couture et une petite fente après. Ce que je pense que je ferai pour ma robe, c'est que je ferai un montage provisoire, que je tricoterai le top vers le haut comme c'est indiqué et qu'après je reprendrai les mailles pour tricoter vers le bas et faire des augmentations pour avoir une coupe en A. J'ai plusieurs inspirations sur Ravelry que j'avais déjà notées et dont j'aimerais m'aider pour faire ce projet, mais je pense que ce sera mon projet au cœur de l'été, on va dire. Et avec l'autre couleur, mon objectif ce serait de faire un ranunculus. Il y a une petite dame qui vient au tricoté, à mon tricoté préféré, qui porte souvent des ranunculus
qu'elle a tricoté. Et elle en a un précisément dans cette laine là, le bleu là, de Beaumouline, qu'elle porte souvent et qui rend super bien. Et je me suis dit que moi je le préférerais dans une couleur plus neutre pour qu'on voit extra bien la dentelle. Donc ça c'était un premier achat au ciseau magique. En fait ça fait un petit bout de temps que je l'ai parce que j'avais déjà passé cette commande au moment où je filmais la dernière vidéo. Et en regardant le podcast de Méthylène, j'ai eu un autre craquage totalement intempestif. Elle parlait de la boutique de Barthé Francis, dont je n'avais jamais entendu parler, et elle disait qu'ils avaient des prix défiant toute concurrence. Et je me suis dit, bon bah allons jeter un oeil. À ce moment-là, j'étais au travail en train de couvrir des livres, donc je regardais tranquillement mon petit podcast pendant que je couvrais mes bouquins, quand tout à coup, mon portefeuille a glissé. Donc je vais sur le site de Barthé Francis, c'est un peu bizarre comme site, on dirait un truc du début des internets. C'est vraiment un site rudimentaire et en plus il est un peu décalé, on comprend pas trop dans quelle langue il est, il y a des choses en français, il y a des choses en anglais, il y a des choses en potentiellement flamand, je suis pas très sûre. Et puis il y a des fautes d'orthographe, et puis c'est un peu fichu bizarrement, les photos sont toutes petites. Mais effectivement, la laine a des prix très attractifs, et comme Méthylène disait que c'est une vraie boutique, c'est des vrais gens qui vendent des vrais trucs, je me suis dit bon, je tente ma chance. Et j'ai trouvé en promo sur leur site des cônes de... Alors, ça a l'air d'être du mohair, ça n'est pas du mohair, mais c'est un fil lace poilu. C'est de l'alpaga fluffy. Donc c'est 100% alpaga. Et là, il y a 100 mètres, 100 grammes, 900 mètres. Super! J'en ai pris 3 cônes. Vous allez me dire c'est une quantité astronomique. Mais en fait, ça ira super bien avec les cônes que j'avais trouvés au début de l'année. Des cônes de alpaca merino, je crois. Non, pas alpaca merino. Des cônes de fingering mal identifiés, on va dire. J'ai déduit que c'était du cachemire, merino cachemire, d'une filature italienne, mais par contre laquelle je ne sais pas, et les infos précises, je ne les ai pas non plus. Ma chasse a donné quelques résultats que vous pouvez voir plus précisément sur Ravelry, mais c'est de la laine que j'avais eu un déstockage. J'ai pris ces 3 cônes pour faire un projet qui me fait un peu peur mais que j'ai à la fois très très envie de faire. C'est la Lunch at Tiffany's Dress. Je sais pas de qui. Je sais pas du tout de qui, désolée, mais regardez-moi ça. Regardez-la. Elle est magnifique et j'ai super envie de la faire, mais clairement pas tout de suite. Peut-être objectif Noël 2025 ou potentiellement mon prochain anniversaire en février. Je sais pas, enfin pas tout de suite. Et sur le site, j'avais aussi vu qu'ils avaient en super promo des kits de mohair avec suffisamment de laine pour faire un pull. Et il y avait ce qui semblait être un orange écureuil qui me faisait de l'œil et que j'ai sans trop réfléchir ajouté à mon panier. Ce qui est arrivé, c'est ça. Je sais pas si je me serais trompée sur la commande ou si eux se sont trompés sur l'envoi. J'irai vérifier. Mais c'est un orange super clair et c'est pas ce que je voulais. Je visais vraiment une couleur écureuil et là c'est mandarine, pêche, abricot. C'est là la couleur que je pensais. Sur le paquet, vous voyez à quel point c'était un bon deal. J'ai eu ça pour 45 €. Peut-être même encore moins. Enfin, je suis pas très sûre de... Enfin, je l'ai pas eu pour plus de 45 € et je pense que même j'ai eu pour moins. Est-ce que je vais le tricoter et puis l'offrir? C'est une possibilité. Est-ce que je vais essayer de le mélanger à quelque chose d'autre? C'est encore une possibilité. Est-ce que éventuellement je le surteins? Je sais pas si c'est possible de reteindre de la laine déjà teinte. Je vais peut-être me renseigner.
ou en le mélangeant avec quelque chose de plus foncé, est-ce que ça me plairait? Je vais faire des essais, mais telle quelle, la couleur elle me plaît pas beaucoup. Désolée, je vais faire du bruit, je vais les ouvrir. J'ai coupé pour vous épargner le bruit du plastique et puis j'ai ouvert. Voilà la couleur. Moi je pense que... Quoique... J'allais dire, je pense que ça m'irait pas bien, mais ça passe en vrai. Enfin, j'ai l'impression. Après, je sais pas, enfin, mon idée c'était de faire une cumulus avec et je me vois pas trop une cumulus dans cette couleur. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous la voyez peut-être plus orange, mais moi je la vois très rose. Ça fait vraiment abricot en fait. Ouais, non, ça brille beaucoup à la caméra, mais ça fait plus abricot en vrai. Je sais pas, enfin, cette couleur me... C'était pas ce que j'attendais. Je vais regarder si c'était bien la bonne commande. Et puis je vais regarder aussi si c'est possible de reteindre du mohair. Quand on fait ça, on voit les nuances. C'est tellement beau, les nuances de teinture sur le mohair. J'ai pas beaucoup d'expérience pour refaire les écheveaux. Ça y est. Je trouve ça fascinant. La première fois que j'avais appris comment on faisait ce genre de tresse, c'est sur des stands de marché. Parfois, il y a des gens qui vendent des foulards et qui les présentent comme ça. Et ça me fascinait. Et j'avais demandé à une dame de me montrer. Et les écheveaux sont vendus de la même manière. Je trouve ça génial le fait qu'on tord et hop, ça se referme sur soi-même. Mais après tout, c'est comme ça qu'on file et qu'on retord la laine. Ça aurait pas dû m'étonner. Mais bon. C'est super joli, mais c'est pas la couleur que je voulais. Je suis tellement déçue. Non, je suis trop contente d'avoir fait cette super affaire. Mais oui, bon, bref, voilà. Je suis désolée pour cet épisode probablement très décousu. Je vais continuer de me reposer et de prendre soin de moi et j'espère que je vous revois bientôt avec des nouveaux tricots. Et si jamais ça vous intéresse, vite fait, j'ai profité de cette petite période de repos pour lire un petit peu plus. J'ai fini une série que j'aime bien, je pense que je l'ai juste là. Ouais. J'ai fini une série que j'aime bien, que je lisais pour la bibliothèque où je travaille. Vous voyez qu'elle a sa petite étiquette nouveauté. C'est le tome 3 de Hybride de... Comment elle s'appelle, Vervel, Gwendoline Vervel. Et c'est une série de fantasy, bon c'est du young adulte, du young adulte, c'est de la littérature ado accessible on va dire à partir de 12 ans par là. Et ça se passe en France. Ça n'a pas le même goût n'empêche quand c'est pas traduit et que c'est écrit en français, que ça se passe en France avec des personnages qui nous ressemblent un petit peu plus. Moi je pense que ça peut parler en particulier aux jeunes, ce côté. C'est pas des Américains, ils sont encore plus près de nous que ça. J'avais beaucoup aimé le premier tome de la série, j'ai continué d'accrocher au deuxième et je trouve qu'à la troisième on se perd un petit peu. Alors c'est toujours intéressant, il y a vraiment énormément de rebondissements, mais on est un petit peu dans le travers de ok, l'héroïne c'est un peu l'élu du truc, bon ça fait partie du concept, hein, c'est une série de fantasy, franchement là elle cumule. Le principe c'est une hybride entre plusieurs espèces fantastiques. À la base, c'est une elfide. Donc, les elfides, c'est un hybride qui existe déjà entre les elfes et les druides. Mais il se trouve que en fait, son père n'est pas réellement un druide, donc c'est pas vraiment vraiment une elfide. Mais son père, c'est le spoiler du premier tome, super gros méchant de l'histoire. Et en fait, bah non, c'est pas juste un métissage entre ces trois espèces-là. Elle a aussi un petit bout de ça. Et puis elle se fait maudire par tel truc, on lui rajoute un petit bout de ça. Puis elle se fait altérer durablement par tel autre sort. Et enfin, elle cumule. Et en plus de ça, elle a tous les malheurs du monde. Et en plus de ça, elle a toute la malchance du monde. Et en plus de ça, elle a toutes les difficultés du monde. Et tous ses meilleurs amis arrêtent pas de tomber comme des mouches de manière irréversible ou pas. Ça, je vous spoil pas. Mais au bout d'un moment, on trouve l'auteur un petit peu sadique quand même. Donc il faut que je la digère, je pense, parce que là je viens juste de finir. Ça a continué de me plaire, c'est toujours bien écrit, mais ça devient un peu dur à la longue, enfin un peu lourd.
Mais les personnages ont encore de l'avenir à la fin de la série et ça me plaît. J'aime bien le côté... je pense pas que l'autrice revienne sur cet univers et qu'elle reparte là-dessus. J'aime bien le côté où nous, en tant que lecteurs, on peut se faire notre idée de ce qu'il arrivera dans l'avenir des persos. Et ça me plaît bien. Et puis je verrai si cette autrice écrit de nouveaux romans, je pense que je les lirai. J'ai aussi lu avec pas mal de plaisir un truc un petit peu plus romantique, avec un petit côté eau de rose, mais pas trop. C'est de la fantaisie orientale, c'est un premier tome aussi, et voilà que j'attends impatiemment le deuxième, qui heureusement est déjà sorti dans la langue originale. La série s'appelle Les Gardiens de l'Aube et le premier tome s'appelle Zara. Ça se passe dans un pays qui pourrait se trouver entre la Chine, le Japon et la Corée. L'autrice, elle est d'origine coréenne, mais enfin, c'est une américaine. Elle écrit en anglais, mais elle est d'origine coréenne. C'est pas sa première série de romans, mais c'est la première qu'elle écrit en s'appuyant sur sa culture et ça porte dans la narration plein de choses super intéressantes. Elle nous explique pas trop ce qui lui semble être des bases de la culture asiatique parce qu'elle part du principe que bon, ça va, maintenant on connaît un peu quand même. Elle nous parle pas en détail des robes, elle les décrit, mais elle nous laisse beaucoup de liberté dans l'imagination sur quelle forme de vêtements ça peut être, comment ça s'attache, comment ça tient. Mais on imagine tout de suite quelque chose entre le kimono, le hanfu, je sais plus comment ça s'appelle, les robes traditionnelles coréennes. Mais ce sont des robes, mais elles ont des différences. Et l'autrice, donc, elle s'embarrasse pas à nous expliquer ça. Tout le monde est en robe, femme ou homme, et ça pose pas question. Tout le monde respecte un certain nombre de mythes et de traditions dont on a un petit peu entendu parler. Donc nous, lecteurs européens, ça nous laisse pas totalement dans le flou, mais dans un flou agréable avec une forme de subtilité que j'aime bien. Et elle utilise beaucoup ce genre de flou aussi par le langage, parce que dans les langues asiatiques, le genre n'est pas évident. Je sais pas comment ça marche pour toutes ces langues-là, je ne parle qu'une langue asiatique, mais le genre n'est pas supposé dans la manière dont on s'adresse aux gens. Donc tous les personnages, avant d'être formellement présentés, sont genrés ou neutres. C'est-à-dire qu'il y a des personnages dont on va savoir par leur statut ou par leur nom ou par leur présentation au monde que ce sont des hommes ou des femmes, mais seulement une fois que eux l'auront manifesté. Et donc, tant que les personnages sont des inconnus, ils sont Yel. C'est plus difficile à dire évidemment en français qu'en anglais, mais je trouve qu'il y a un vrai effort aussi de la traduction qui fait que c'était pas trop lourd à lire parce que on prend le temps d'utiliser une formule de phrase qui fait des détours et qui garde le flou tout en étant subtil. Et ça, c'était incroyable parce que ça rapporte aussi de la poésie à la langue et moi j'ai trouvé ça super. Il y a notamment un personnage qui reste indéfini tout du long et ça c'est une volonté de ce personnage, mais on sent que c'est pas du tout un jugement dans la culture et dans l'époque dans laquelle on se trouve. J'en dis pas trop sur cette culture et cette époque parce que je pense que ça fait partie des choses qu'on apprécie de découvrir au début de ce roman. Mais le pitch, on va dire, c'est que une pauvre petite malheureuse orpheline s'occupe de sa sœur, donc la vraie fille de sa belle-mère. Ça commence un petit peu à la Cendrillon. Et elle doit cacher ses pouvoirs parce qu'elle est dans un monde où la magie est persécutée. Par un concours de circonstances, elle se retrouve au centre d'un complot et elle va se rendre compte qu'elle a une place très particulière dans ce complot et qu'elle doit accomplir une prophétie. Bon, c'est tout ce qui est plus classique comme mise en place, mais j'ai aussi surtout pas trop envie d'en dire plus parce que je pense que c'est le genre de choses dans lesquelles on se laisse porter facilement. C'est une écriture fluide, c'est toujours de la littérature jeunesse. Je ne lis quasiment que ça car pour ma bibliothèque, je n'achète que ça. Et ça se lit tout seul, ça va tout seul, c'est doux dans sa romance, c'est vif dans son action, c'est intelligent dans sa magie et dans son langage. Tout ce que je voulais, parfait pour mon besoin de choses faciles à lire et reposantes et ça m'a fait super du bien de lire ça. Voilà pour mon petit update lecture. Dites-moi si ça vous intéresse que je continue, je suis pas très régulière là-dessus aussi parce que mes lectures sont pas toujours des lectures choisies.
Et, et puis que je m'étais lassée de parler livres tout le temps à mon travail et sur internet et à mes amis. Mais en vrai, peut-être que je continuerai. Enfin, je sais pas, dites-le moi. Euh, voilà, c'est tout pour moi. Je commence à perdre ma voix. Merci les allergies. Et bah, je vais vous laisser. À très bientôt pour des nouvelles de mon tricot. Bye bye!